aujourd'hui, le programme, je vais vous parler d'Azure Functions. Et donc, je vais commencer par une petite intro sur Azure Functions, sur l'Event Driven, sur le serverless. Qu'est-ce que c'est? Et puis, je vais vous parler d'Azure Functions. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec Azure Functions et les extensions qui existent à Azure Functions. Puis je vais enchaîner sur Dapper. Donc voilà, j'aurais fait mon deuxième buzzword. Et je vous raconterai qu'est-ce que c'est que Dapper. Et enfin, je vous expliquerai comment on peut combiner les deux, Azure Functions et Dapper, pour faire des scénarios encore plus sympas, qui vont être des scénarios hybrides, multi-cloud ou IoT. Voilà, alors le serverless, il y a une citation que j'aime bien sur le serverless. C'est serverless doesn't mean there are no servers. It means let's think about servers less. C'est effectivement dans le serverless, ça veut pas dire qu'on n'a pas de serveur. Ça veut dire que on s'en préoccupe moins. En fait, c'est vraiment un outil fait pour les développeurs et c'est le but du jeu, c'est d'abstraire au maximum l'infrastructure et de simplifier la vie du développeur. Donc aujourd'hui, quand on est développeur et qu'on fait du développement dans le cloud, on a besoin le cloud, c'est event-driven, c'est dirigé par les événements. Donc on a besoin d'avoir des event-driven architecture. Et donc le serverless et toutes les façons de faire du serverless répondent vraiment à ça. Alors quand on est développeur, on veut développer des apps, donc pour le cloud, on veut développer des apps qui vont être à base de microservices. Et ces apps à base de microservices, en général, ont besoin d'interagir avec d'autres services, avec des services de stockage, avec des services d'authentification, avec 2 tonnes de services. Aujourd'hui, quand on fait des applications un peu complexes, on va avoir besoin de beaucoup de services et on va avoir en général pas mal de gens qui vont travailler ensemble. Le fait de faire des microservices, ça va permettre d'avoir plus de modularité et d'avoir plein d'équipes qui travaillent en même temps facilement. Alors, effectivement, il y a un autre point, c'est que quand on fait ces apps-là, on veut être résilient et on veut être scalable, pour être dans un esprit cloud. Et en général, on veut pouvoir utiliser de multiples langages de programmation. Parce qu'on veut pouvoir répondre en général au langage de programmation soit qui répond le mieux à notre besoin. Par exemple, si on veut faire du deep learning, du machine learning, on va faire du Python. Si on est plus dans des équipes de développement autour du web, on va faire du JavaScript, on va faire du Node. Oui, si on veut réutiliser des projets qu'on a déjà fait dans d'autres langages, on peut aussi utiliser d'autres langages. En plus, quand on veut faire du développement moderne, on veut pouvoir utiliser des patterns qui vont être tels que les fonctions, justement, les workflows, les acteurs. On veut utiliser des patterns modernes et on veut pouvoir être à la fois stateless ou stateful. Quand on fait des microservices, a priori, on est stateless. Mais il existe quand même un certain nombre de scénarios où on a besoin d'être stateful. Donc, de gérer un état. Et enfin, le dernier point qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir le moins possible d'adhérence à la plateforme. Parce qu'on veut que notre code tourne partout. On veut pouvoir faire tourner notre code sur Azure, mais un peu partout, que ce soit sur nos serveurs ou ailleurs, dans d'autres clouds. Donc, alors, du coup, je vais vous répondre un peu à comment on fait ça avec du serverless, avec Azure Functions. Alors, pour une petite mise à jour, Azure Functions aujourd'hui est en V3. C'est un framework qui est complètement open source. On peut retrouver tout sur GitHub. Azure Functions fonctionne avec un système d'host. En fait, on a un host qui est écrit en .NET Core, et c'est host qui est en charge d'exécuter vos fonctions. Et cet host en .NET Core vous permet d'écrire des fonctions en C#, en F#, en Java, en JavaScript, en Python, en PowerShell. Et aujourd'hui, on a un bon tooling
autour d'Azure Functions. C'est comme c'est à la V3, on commence à avoir du recul et de bonnes plateformes autour de ça. Donc ce tooling, en fait, quand vous allez utiliser Azure Functions, ça vient avec les Azure Functions Core Tools. Les Azure Functions Core Tools, c'est un outil que vous allez installer sur votre machine et qui va vous permettre d'exécuter des fonctions en local. Donc ça, c'est assez pratique. On avait l'habitude dans le temps, dans les premiers tests serverless, de faire ça directement dans le navigateur. Aujourd'hui, on peut installer ça directement en ligne de commande. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, on a un ensemble de tools qui sont les Azure Functions Core Tools que vous installez et qui vous donnez un CLI qui vous permettra d'exécuter ça. Après, on a VS Code et une extension qui est autour d'Azure avec Azure Functions qui vous permet de simplifier si vous êtes un peu allergique à la ligne de commande, qui va simplifier ça. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont vraiment pratiques, qui s'appellent Visual Studio GitHub Codespace. Et Visual Studio GitHub Codespace, c'est un outil qui va vous permettre d'utiliser en fait du développement en remote et directement d'exécuter votre code depuis d'avoir un environnement de développement en remote et qui vous permettra de tester votre code en fait sans avoir d'environnement de développement sur votre machine. Alors ça c'est pratique quand vous n'avez pas quand vous voulez utiliser plusieurs environnements, quand vous voulez faire du Linux d'un côté par exemple et du Windows de l'autre. C'est assez pratique et ça va permettre de démarrer un environnement en remote et de stocker votre environnement également dans GitHub. Alors je vais vous montrer juste une petite voilà, en quelques. Alors, je vous ai expliqué Azure Functions, ça vient avec un CLI. Donc voilà, le CLI, il démarre avec, vous l'avez sur votre Visual Studio. Donc moi, ça c'est Visual Studio Codespace que j'utilise, qui est du coup connecté dans un container sur Azure. Et donc les Azure Functions Core Tools, dont je viens de vous parler, qui sont donc l'outil qui va vous permettre de démarrer simplement vos fonctions. C'est un CLI et vous avec les commandes pour soit démarrer le runtime ou créer de nouvelles fonctions depuis un template, créer un nouveau projet, créer des nouvelles fonctions et déployer ou avoir du log, que ce soit sur votre machine en local ou en streaming. Donc ça, c'est l'outil principal avec Azure Functions. Et après, vous allez avoir une extension pour Azure Functions qui, de la même façon, qui va vous permettre de s'attacher à vos fonctions Python ou à toutes vos fonctions. Donc là, dans mon cas, dans mon exemple, ça va être du Python. Donc voilà, ça c'est les outils qu'on va avoir. Pour voilà. Alors après, quand vous allez faire des Azure Functions, qu'est-ce qui est bien dans les Azure Functions? Azure Functions, je vous disais, c'est le but, c'est de faire de l'event-driven architecture facilement. Alors, pour qui a déjà essayé d'écrire du code qui soit résilient, scalable, event-driven, en général, il y a quand même beaucoup de boulot pour à la fois faire une belle archi et en même temps récupérer simplement du code, se connecter à tous les services Azure qu'on va vouloir utiliser, faire du service HTTP ou faire tout simplement un service qui démarre avec un timer à échéance variable. En fait, le framework Azure Functions va vous simplifier tout ça. Il y a un système qui marche avec des triggers,
donc vous allez définir dans votre code via une config JSON pour la plupart des langages. Donc ces triggers, en entrée, vous allez pouvoir déclencher du coup votre fonction sur des événements. Donc là, on arrive à l'event driven. Et donc ces triggers de déclenchement, il y en a un certain nombre directement dans le framework que vous pouvez utiliser très simplement. Et puis c'est extensible. Le framework, comme je disais, est open source et c'est extensible dans à peu près tous les langages. Donc si votre trigger n'existe pas ou si le langage que vous voulez utiliser n'existe pas, vous avez tout ce qu'il faut pour développer vous-même vos extensions et faire des extensions qui vont bien. Donc, d'une part, il y a les triggers, je disais, et après, il y a ce qu'on appelle les bindings, les input binding et les output binding. Donc, les input binding, ça va vous permettre de vous brancher, donc là, ce que je disais, ça simplifie la plomberie, encore une fois, ça va vous permettre de vous brancher simplement à d'autres services. Par exemple, récupérer un blob storage très simplement, ou récupérer un document dans une base de données. Tout ça juste avec un peu de config, en écrivant l'arquette de base de données pour faire pour récupérer de la base de données, ou en écrivant la config qui va bien pour récupérer un blob du storage. Et enfin, il y a les output binding. Les output binding, c'est la même chose, sauf que c'est pour sortir du contenu. Donc, par exemple, vous devez, dans votre sortie de votre fonction, écrire un fichier. Et bien, la même façon, vous aurez juste un peu de config à écrire dans votre output binding pour écrire votre fichier, et le framework vous simplifiera la vie et vous aurez juste à écrire dans votre output binding, et en fait, la fonction se fera tout le boulot à votre place. Après, il y a d'autres choses qui sont pratiques dans les Azure Functions, dans la partie serverless, c'est qu'il y a toute une politique de retry auto, c'est-à-dire que si votre fonction plante, parce que vous avez laissé un bug, ou parce qu'il y a eu des conditions que vous n'aviez pas prévues, et ben, en fait, il y a votre fonction va déclencher une exception. Il y a une politique de retry auto qui va se déclencher, et du coup, la fonction va être exécutée de base 5 fois. Cette chose-là, vous pouvez la régler également. Et enfin, qu'est-ce que Azure Functions va simplifier aussi? Azure Functions va simplifier la vie parce que vous avez toute une partie de log et de métriques qui est directement gérée par la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de plus sur les Azure Functions? Les Azure Functions, donc la V2, en fait, les Azure Functions sont dans un container Docker. Depuis que les Azure Functions sont en V2 et qu'elles sont prévues pour tourner sur Linux ou sur Windows, les Azure Functions marchent sous forme de container Docker. Donc, de base, quand vous utilisez le CLI Azure, ça vous abstrait ça, mais ça va vous permettre plein de choses pratiques, en fait, que ce soit dans un container Docker. Les fonctions, le modèle de fonction de programmation des fonctions Azure, c'est fait pour être short-lived. Donc, c'est fait pour avoir des petites fonctions qui vont vivre peu. Donc, vous êtes censé faire des fonctions qui s'exécutent rapidement, puisqu'en fait, vous êtes facturé de base au temps, avec un timeout de 10 minutes de base. Et le mode consommation simple vous permet d'avoir juste 1,5 giga de RAM pour votre fonction. Donc ça, c'est le mode serverless simple de base. Et les fonctions de base sont prévues pour être stateless, c'est-à-dire sans état. Donc ça, c'est parfait pour faire de la programmation en microservices. Alors, je vais vous faire, du coup, une petite démo. Alors, j'ai j'ai montré il y a quelques temps
précédente conférence, un projet de deep learning que j'avais testé pour faire du deep learning et qui en fait permet de faire de la transformation d'images en style Van Gogh. Donc ça, c'est un projet qui est fait entièrement en serverless. Donc je vais vous faire une petite démo. C'est en fait un bot qui écrit tout seul, qui fait tout seul des photos qu'il les publie sur Instagram, sur son propre compte. Donc ça, c'est un bot. Il a son compte Twitter. Et donc tout ça, c'est du serverless. Et ça va me permettre de vous montrer une petite démo rapide et éventuellement un peu de code pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, déjà, je vais vous montrer tout simplement qu'est-ce que ça fait le résultat. Donc le résultat, c'est que voilà, c'est un bot qui poste tout seul les photos sur Instagram et qui va chercher tout seul de façon avec du serverless, avec du code, va prendre des photos, les récupérer et les poster sur Instagram, les transformer et les poster. Donc ça, il vit de façon totalement autonome, et ça, c'est une des magies du serverless, c'est que justement, ça permet de faire des belles démos d'event-driven parce que tout est dirigé par les événements. Donc, tous les jours, il poste une photo qui a été transformée en mode deep learning, et il écrit un texte qui va chercher l'analyse de la photo en fait en utilisant les cognitive services. Il écrit lui-même les tags pareil qu'avec l'analyse de la photo, et il écrit un petit poème qui vient d'un GAN de la même façon. Alors, du coup, j'ai fait je lui ai donné un petit site pour qu'il puisse faire vous puissiez vous-même tester vos photos. Donc, si vous voulez aller tester, il suffit d'aller sur gangok.art et d'aller tester vous-même, d'envoyer des photos. Du coup, voilà, je prends une photo que je teste, qui va uploader dans un blob du storage Azure. Ce blob du storage Azure, donc pendant ce temps-là, pendant qu'il travaille, je vais vous montrer un petit peu le code et comment ça marche. Alors, donc je vous ai dit, les fonctions Azure, ça marche. On définit d'un côté un binding et de l'autre côté, on a du code. Alors, le binding, dans le cas de la démo que je vous montre, en fait, j'écris dans une queue Azure. Dans une queue Azure, j'écris un message. Et dans ce message, je lui donne le nom de l'image. Là où j'ai stocké, là où le site a stocké en fait le chemin pour qu'il retrouve l'image. Donc, mon déclenchement, mon trigger dans le cas de ma fonction est un message dans une queue. Je vais avoir un blob input qui va récupérer cette image-là. Et je vais avoir un blob output qui va du coup sauvegarder l'image qui va être transformée dans ce cas-là. Et en output, je vais également avoir un message signalaire qui va informer le site internet que l'image a été transformée. Donc, qu'est-ce que ça donne avec du code? Alors, voilà ce que ça va donner avec du code. Ce qui est sympa à savoir avec les Azure Functions, c'est que du coup, ça permet de réutiliser n'importe quelle librairie, d'utiliser d'autres parties du code. On n'est pas limité à écrire justement le code de la fonction. Dans mon cas, je réutilise une librairie d'un projet open source que j'ai pas écrit, avec un modèle de deep learning. Donc en fait, dans le mode serverless, dans le mode qui est simple, je fais des choses qui sont assez complexes, et du coup je balance une image. Donc là, je récupère sous forme de bytes mon input dont je vous parlais tout à l'heure, et dans ma fonction, la sortie, ce sera l'output. Donc, j'ai importé ma librairie qui est ici. Je fais ma transformation.
en lui donnant les bons paramètres qui vont bien. J'écris mon image et je vais tout simplement juste avoir un outblock.set pour renvoyer mon image transformée. Donc voilà, pour des choses qui sont assez complexes, j'ai pu faire ça en mode serverless, dans Azure Functions, et du coup et voilà l'image qui a été transformée par mon algo. Donc voilà, tout ça, ça se fait de façon totalement serverless, rapide, efficace. Alors si ça vous amuse, un dernier petit lien sur ce projet, avant que je continue. Voilà, j'ai mis à jour il n'y a pas très longtemps avec un bot Twitter, et en fait, j'ai rajouté un deuxième, j'aurais pas dû cliquer, j'ai rajouté un deuxième module qui, en fait, utilise la bibliothèque notre bibliothèque de deep learning GPT-2, et en fait qui écrit du contenu, on lui donne un bout de phrase et il continue le contenu avec du contenu. Donc voilà pour l'aparté. Donc voilà, là je vous ai montré un scénario assez complexe que je peux faire avec Azure Functions. Je fais du deep learning dans Azure Functions en Python. Donc ça, c'est quand même assez puissant. Et tout ça, c'est en stateless. Et il y a des extensions qui sont sorties dans Azure Functions qui vous permettent, du coup, je vous ai dit que c'était stateless de base, mais il y a une extension qui est sortie qui vous permet d'être stateful, qui permet de rajouter plein de patterns de programmation à Azure Functions. Donc cette extension s'appelle les durables fonctions. Les durables fonctions vont permettre d'utiliser des patterns stateful et de faire et d'utiliser plein d'autres scénarios et d'utiliser un certain nombre de patterns stateful que vous allez pouvoir du coup utiliser avec les Azure Functions. Donc voilà les patterns que vous allez pouvoir utiliser avec les durables fonctions. Il y a le chaînage de fonctions, le fan out, le fan in, pour faire des API HTTP A5, sur le pattern surveillance, le pattern interaction humaine, et enfin l'agrégateur entité avec état. Comment ça va se passer dans le code quand vous allez vouloir utiliser utiliser ces extensions Azure Functions, des durables fonctions? La première chose, c'est que vous allez devoir installer l'extension dans votre projet avec donc le CLI dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, comment vous allez instrumenter votre code pour utiliser ces patterns-là? En fait, de la même façon que vous aviez des bindings spéciaux que je vous ai montré pour un stateless, en fait, c'est des nouveaux bindings, donc des nouveaux bindings pour les triggers, pour pouvoir utiliser les durables fonctions. Donc, pour ça, il y a la fonction, vous allez avoir 4 types de fonctions pour ces patterns qui sont documentés. Donc, il y a des fonctions d'orchestrateur, des fonctions d'activité, les fonctions d'entité et des fonctions clientes. Donc voilà, déjà, avec Azure Functions, on a un scénario assez puissant parce qu'on peut faire du stateless, on peut faire du stateful, on peut utiliser un peu tous les langages, on peut faire pas mal de choses. Donc c'est assez intéressant. Après, comment ça s'héberge? Comment ça tourne les Azure Functions? Alors, moi, je vous ai montré jusqu'ici uniquement le serverless mode. Mais il y a en fait de multiples possibilités pour héberger vos Azure Functions. Donc, le serverless mode, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez vous êtes payé, vous êtes facturé qu'à la consommation, que facturé à l'exécution de fonctions. Et vous avez quelque chose comme 400 000 exécutions gratuites, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais voilà, comme je vous disais, c'est limité. Vous avez qu'1,5 Go de RAM sur la machine
la machine, enfin la machine qui permet d'exécuter vos fonctions. Donc, si vous avez besoin de plus de RAM, par exemple, voilà, le deep learning, si vous exécutez un modèle, si vous exécutez un gros modèle, bah, vous allez avoir besoin des fonctions probablement de plus de RAM. Et il y a un mode qui s'appelle le premium mode, qui va rester dans un mode un peu serverless, mais qui va rajouter des choses en plus. Vous allez avoir la possibilité d'avoir plus de RAM, d'avoir des plus gros CPU, et d'avoir des fonctionnalités un peu sympas, comme il y a quelque chose qu'on utilise dans les fonctions, il y a un problème qu'on appelle le call start. En fait, c'est quand la première exécution de votre fonction, en fait, le container, le moteur redémarre, et du coup, le rôle dans lequel votre fonction était va remettre un peu plus longtemps à démarrer. Le premier mode va vous régler ce problème-là, en fait. C'est un peu plus cher, mais voilà, vous avez plus ces problèmes-là. Alors après, il y a d'autres façons encore d'héberger votre Azure Function. Comme je disais, les Azure Functions sont dans un container. Un container, c'est vous allez pouvoir la possibilité en fait de l'héberger dans son propre app service. Donc du coup, si le serverless load mode ou le premium mode ne répond pas à votre besoin et que vous avez besoin de personnaliser le container, donc vous avez des choses qui ne tournent pas dans la machine dans laquelle dans le container de base qui est l'image qui va être dans le mode serverless classique, vous pouvez le faire tourner dans votre propre app service et du coup choisir, après là ça va être la consommation classique app service, comme si vous mettiez une application, et là ça peut être intéressant. Enfin voilà, on a d'autres scénarios dans Azure IoT Edge. Voilà, si vous voulez faire tourner des Azure Functions dans un petit Raspberry Pi et déployer les choses de façon automatique, il y a Azure IoT Edge. Enfin, il y a encore d'autres options dont je vais vous parler par la suite. Il y a la possibilité du coup d'héberger vos fonctions ailleurs que dans les services managés Azure classiques et de le mettre dans un Azure Kubernetes Services. Du coup, ça va être géré dans un Kubernetes. Comme je disais, c'est les containers. Donc, de toute façon, voilà, Kubernetes, c'est fait pour ça, c'est fait pour orchestrer des containers. Et il y a une extension, un projet qui s'appelle KEDA, qui va vous permettre de faire le scaling automatique de vos containers. Voilà. Et enfin, après, je vous expliquerai un peu dans ma conclusion, effectivement, qu'on peut aussi faire de l'hybride et du coup héberger des fonctions hors Azure. Juste un petit mot, donc je vous expliquais sur IoT Edge. Donc voilà, c'est cool. Moi j'ai un Raspberry Pi. Je suis fan d'IoT comme beaucoup, hein, et j'ai parfois envie d'utiliser le même modèle que je trouve pratique des fonctions. Et en fait dans IoT Edge, comment ça marche IoT Edge? Vous allez faire votre code de la même façon que je vous ai montré dans VS Code. Vous allez faire votre fonction en mode container. Donc, c'est le CLI qui va vous permettre de générer directement un Dockerfile que vous allez pouvoir modifier. Vous allez uploader ce container Docker dans Azure Container Registry. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser la plateforme IoT Edge. IoT Edge va s'occuper de déployer directement votre container dans vos IoT. Et après, vous allez pouvoir utiliser IoT Hub pour ça. Voilà, j'ai une autre petite démo rigolote. Alors, une petite démo rigolote. Voilà, comme vous le savez, voilà, si vous voyez derrière moi dans la caméra, la lumière derrière, c'est des plantes vertes. C'est une installation hydroponique que j'ai faite pendant le premier confinement. Voilà, c'est mon jardin hydroponique. J'ai quelques tomates et des plantes basilic. Et du coup, fallait que je branche un IoT avec IoT Edge là-dessus. Donc, j'ai fait une petite, j'ai fait un bout de code avec quelques capteurs pour récupérer en temps réel
des données de mon balcon. C'est un petit balcon couvert, voilà. Et du coup, j'ai fait ça avec Azure, IoT Edge. Et donc voilà, si vous êtes incrédule, regardez, vous allez aller directement sur hydrocloud.azurewebsites.net et vous pourrez voir l'état en temps réel de ma Loggia avec même une petite photo en temps réel. Voilà, petit aparté, petite démo rigolote. Je vais pas vous montrer le code parce que j'ai un peu moins de temps, j'ai été un peu bavard, voilà. Alors après, si dans l'univers Azure, il reste quelques points serverless dont je ne vous ai pas parlé, qui ne sont pas liés directement aux Azure Functions. Donc il y a les Azure Static Web Apps, qui a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie dans Azure, qui permet très simplement de faire des sites web avec un back-end en fonction, en Azure Functions. Et du coup, vous écrivez un code JavaScript statique, vous utilisez comme back-end que du serverless, et vous avez une solution qui est toute intégrée avec une intégration continue sur GitHub qui va vous permettre de faire ça. Il y a un autre projet que j'ai utilisé un peu avec les Azure Functions, comme les Azure Functions sont des containers, qui est Azure Container Instance. Azure Container Instance, c'est intéressant parce que ça va permettre de démarrer, d'utiliser des containers de façon très simple avec une ligne de commande. Donc c'est du container en mode serverless. Et il y a une autre chose qui est intéressante dans Azure Container Instance, c'est que ça vous permet d'utiliser en fait des GPU. Donc Container Instance, donc en fait vous pouvez utiliser des ressources GPU dans un container dans Azure Container Instance. Donc ça vous permet, je vous parlais de mes projets de deep learning, ça vous permet de faire du deep learning, de l'apprentissage de deep learning, de l'apprentissage de modèles avec Azure Container Instance. Et enfin, il y a une autre partie d'Azure qu'on range dans le serverless, c'est Logic Apps, qui sont des apps plus pour faire des workflows où il n'y a pas de code à écrire. Donc voilà, ça c'est la partie globale d'Azure Serverless. Et du coup, maintenant, je vais vous parler un peu de Dapper. Alors, qu'est-ce que c'est que Dapper? Dapper, c'est un projet de Microsoft complètement open source qui a démarré il y a un peu plus d'1 an. Donc, Dapper, c'est pour Distributed Application Runtime. Et donc, Dapper, l'objectif, c'est d'être un runtime qui va être portable, donc qui va marcher partout, qui va être event-driven et qui va vous permettre de construire des applications distribuées à la fois dans le cloud et dans l'edge. Donc, ça répond bien aux objectifs dont je parlais tout à l'heure. Donc, les objectifs de Dapper, ça va être de fournir des building blocks, donc en gros des bouts pour construire votre application, des blocs pour construire votre application qui vont respecter les best practices de programmation. L'objectif de Dapper, c'est d'être comme les mêmes objectifs dont je vous parlais au début de la conférence, donc que ce soit dans tous les langages, dans tous les frameworks, que ce soit un projet qui soit full open source, qui soit dirigé par la communauté, qui soit vendor neutral, donc que ce soit, voilà, c'est Microsoft qui l'a lancé, mais que ce soit pas lié uniquement à Microsoft, que ça adopte les standards, que ce soit consistant, portable, que ça respecte les API, les Open API, et enfin, que ce soit plateforme agnostique, donc que ça marche sur Azure, mais que ça marche partout en fait, que ce soit pas lié uniquement à Azure. Donc qu'on ait le moins possible d'adhésion à la plateforme. Et du coup, ça marche aussi dans l'Edge. Et enfin, que ce soit totalement extensible et avec des composants branchables facilement. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de prendre tout Dapper quand on a besoin de quelque chose. On peut prendre des petits bouts qui nous intéressent quand ça nous intéresse. Et donc, le but de Dapper, c'est de pouvoir faire des applications le même principe que je disais au début, de faire des applications résilientes, scalables, qui sont à base de microservices et du coup qui vont interagir avec d'autres services.
pareil, de pouvoir utiliser des patterns stateless, stateful, que ce soit du long running ou du short live comme les fonctions. Voilà. Et enfin, que ce soit complètement séparé des langages, donc que ça marche avec tous les langages, avec tous les frameworks. Donc comment ça marche Dapper? Dapper, voilà, vous avez un certain nombre de building blocks que je vous parlais qui vont être disponibles. Que ce soit l'invocation de service à service, le management d'état, puissiez faire des scénarios publish and subscribe simples, que vous puissiez utiliser des scénarios comme des fonctions avec du resource binding et des triggers. C'est celui-là dans lequel je vais rentrer un peu plus dans le détail. Vous avez des acteurs en fait, des acteurs. Ça c'est le pattern acteur pour la programmation distribuée. Et enfin que les autres building blocks que ça apporte, c'est la trace distribuée, la gestion des secrets et que ce soit totalement extensible. Comment ça marche Dapper? Dapper en fait ça marche avec vous utilisez Dapper via une API. Donc, soit une API HTTP, soit une API gRPC. Et en fait, Dapper, du coup, comme vous utilisez une API, Dapper est utilisable dans tous les langages. Tous les langages sont capables d'appeler une API, donc Dapper est utilisable comme une API. Et en fait, Dapper va marcher comme un sidecar. C'est-à-dire que c'est un sidecar qui va tourner à côté de votre application et qui va vous permettre d'utiliser tous les building blocks de Dapper. Donc voilà comment ça marche, l'architecture sidecar. Vous avez votre service qui tourne d'un côté, donc Dapper, l'exécutable Dapper tourne de l'autre, et du coup vous communiquez entre votre service et Dapper via l'API Dapper. Vous avez la possibilité d'utiliser du coup les bindings qui vont être facilement disponibles dans Dapper et utiliser que ce soit complètement sécurisé et que vous puissiez vous en servir. Alors, j'ai peut-être une petite, juste vous montrer. Voilà. Alors, donc je disais, Dapper, ça marche partout et c'est fait pour marcher dans tous les clouds. Ça marche dans Azure, ça marche, mais ça marche pas que dans Azure. Ça marche dans tous les clouds, dans AWS, chez Google, chez Alibaba, ou dans Kubernetes, dans Service Fabric. C'est vraiment fait pour aller partout. Je vais vous montrer juste une petite. Voilà, j'ai encore un code space qui est plus lancé, donc je vais continuer les slides et quand il aura démarré, je vous montrerai. Et donc Dapper, c'est fait pour tourner dans Kubernetes aussi. C'est natif à Kubernetes et il y a directement un certain nombre de modules qui permettent de l'exécuter dans Kubernetes. Et en fait, de la même façon dans Kubernetes, vous avez des containers, le sidecar qui va tourner à côté de votre container. Et du coup, vous pouvez très simplement utiliser Dapper, l'API Dapper pour communiquer entre votre container et entre votre code d'application, votre microservice, qui lui va être votre code métier et Dapper. Et du coup, utiliser tous les bindings dont je parlais et tous les triggers pour très simplement se brancher avec tous les composants que multi-cloud que vous souhaitez. Alors, je vais avoir ma démo. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, Dapper, de la même façon que je vous ai parlé avec leur fonction, en fait, il y a un CLI. Et de la même façon, en fait, on retrouve toutes les commandes et ça permet d'exécuter en local
sans avoir besoin d'un Kubernetes en local, de pouvoir tester en local vos commandes Dapper. Donc, Dapper de la même façon, le sidecar va tourner sur votre machine, et il y a une extension Visual Studio Code qui va permettre exactement de la même façon de faire du debug local de votre Dapper. Donc voilà, le scénario Dapper et Azure Function, ça se ressemble. Et si on branchait les deux ensemble, et ben en fait, il y a une extension, ça a été fait, en fait, il y a une extension Azure Function qui a été écrite, et du coup, qui permettent d'utiliser les deux, qui permettent d'utiliser Azure Function et Dapper ensemble. Et ça, ce qui est assez pratique, on a des triggers, des triggers tout nouveaux qui arrivent du coup avec cette extension et qui permettent de se brancher directement avec Dapper. Ça, c'est le gros avantage, c'est que du coup, nos Azure Functions, elles marchent dans un container et elles vont pouvoir tourner de cette façon-là, en fait, de façon totalement en multi-cloud, dans l'hybride, dans l'IoT Edge, avec des scénarios Kubernetes un peu plus compliqués. Là, on est assez libre. Je vous ai parlé de KEDA tout à l'heure. Donc, on peut faire du Kubernetes avec nos Azure Functions et brancher donc du coup Kubernetes, mes Azure Functions et Dapper et KEDA qui est fait pour faire du scale automatique de containers basé sur des événements. Et ben voilà, si j'utilise KEDA plus Dapper, je peux choisir dans KEDA mes événements et du coup, je peux faire du Azure Function ailleurs si j'ai envie. Je peux faire du Azure Function dans AWS ou dans mon Kubernetes chez moi ou ailleurs du moment que voilà ou même chez Google, voilà, du moment que les événements sont prévus pour KEDA. Du coup, voilà, on peut faire des Azure Functions sans Azure si on veut. On peut utiliser Azure Functions partout, faire du serverless, un peu de toutes les façons, avec KEDA, avec Azure Functions, avec Kubernetes et avec Dapper. Azure Functions. Voilà. Et du coup, même si on veut, dans un cluster de Raspberry Pi, voilà, c'était mon dernier mon dernier test, ça a été de brancher, de mettre Azure Function dans mon cluster de Raspberry Pi que j'avais créé et dans lequel j'ai mis un petit cluster Kubernetes pour essayer pour voir que ça marchait. Donc voilà, ça c'est bon, là pour la démo, je pourrais pas le montrer en live parce que le cluster de Raspberry Pi, il est chez moi. Mais voilà, c'était l'idée. Donc là-dessus, je vous invite pour un prochain meet-up en vrai, quand on se reverra en vrai dans la vraie vie, pour se retrouver autour d'une bière et d'une pizza comme dans le temps. Et du coup, je vous montrerai mon cluster Minikube Raspberry Pi avec des Azure Functions. J'espère bien. Voilà. Du coup, je vous donne quelques liens pour finir, pour conclure ma présentation. Donc, les fonctions.azure.com, KEDA qui on retrouve sur keda.sh si vous savez tout savoir sur le projet KEDA. Dapper sur dapper.io pour si vous voulez essayer vous-même Dapper, qui vient de sortir en release candidate et rejoindre la communauté Dapper. Et du coup, je suis dispo pour vos questions, s'il y en a.